Bonjour à tous et bienvenue à ce premier Cham Talks sur un sujet ô combien difficile et ô combien sensible. En fait, comment lutter contre la criminalité autour des produits de santé. Alors pour débattre de ce sujet, on a 4 personnes qui connaissent parfaitement. On va démarrer dans l'ordre alphabétique. Cécilia Attias, qui est en direct avec nous de Washington, qui nous parlera en tant que participant au conseil de la Fondation Brazzaville. Le général Diacono, également en ligne avec nous. Le général Diacono est directeur de l'OCLAESP, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et la santé publique. Office qui a entre autres enquêté aussi bien sur Lubrizol que sur Mediator. Également Bernard Leroy, qui est à côté de moi en studio, qui est directeur de l'IRACM, qui est l'Institut international de lutte contre la falsification des médicaments, entre autres. Et nous avons la chance d'avoir Madame Henriette Rosenquist, qui est présidente de Pfizer, mais qui sera là aussi en tant que présidente de la commission de l'image, de la responsabilité et de la réputation des entreprises du médicament OLEM. Je crois qu'on va démarrer maintenant, mais on aura aussi 2 témoignages. On va demander à M. Leroy, en attendant, directeur de l'IRACM, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que cette problématique de la criminalité autour du médicament, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, les faux médicaments, c'est 700 000 morts par an, c'est 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le crime organisé, et nous avons une triple menace, qui est une menace contre la santé publique, une menace par rapport à l'industrie pharmaceutique, parce que tout le temps que quelqu'un vient de mourir avec un médicament dont on ne sait pas encore s'il est vrai ou faux, il y a une suspicion. Et enfin, c'est une menace contre l'état de droit, car le crime organisé dispose de tellement d'argent avec les faux médicaments que ça lui permet tout en termes de corruption. Et j'ai pu voir en Afrique, par exemple, des élections présidentielles où les commerçants du marché des faux médicaments arrosent le parti qu'ils veulent faire gagner. Donc, c'est vraiment un problème global et c'est compliqué au niveau de la criminalité parce que le monde est pensé en tant que nation et les systèmes judiciaires fonctionnent avec des lois qui sont basées sur la contrefaçon et pas la falsification qui tue. Et donc, s'adapter à une criminalité qui, elle, est planétaire. Le crime organisé utilise la mondialisation et est très rapide pour établir des connexions, alors que nos systèmes répressifs, souvent, ont beaucoup de mal. Donc voilà un peu tous les paramètres de la question. Alors, vous nous avez parlé, vous avez cité en particulier l'Afrique. Peut-être que, Cécilia Attias, vous qui représentez la Fondation Brazzaville, vous pouvez nous dire un petit peu, vous, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Qu'est-ce que vous observez quand vous allez avec votre fondation et ce que vous faites là-bas? Alors bonjour tout d'abord, merci de m'avoir parmi vos panels. Quelques chiffres un peu nécessaires. Il faut savoir qu'un médicament sur 10 dans le monde est falsifié et 1 sur 4 en Afrique. Ce sont des chiffres énormes que les gens ne connaissent forcément pas et on doit sensibiliser l'opinion publique à cette nouvelle criminalité, qui est une criminalité qui grandit et prospère pour un certain nombre de raisons. La première étant que les frontières sont poreuses et qu'il est très facile de faire entrer des cargaisons de faux médicaments. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de législation, elle est très peu dissuasive et qu'il est plus difficile de se faire réprimander ou avoir des pénalités sur le trafic des médicaments plutôt que sur la drogue. Et la troisième raison, c'est qu'il faut développer les laboratoires de santé et les médicaments dans ces pays en voie de développement. Alors, c'est un vrai problème en Afrique. Nous avons créé l'initiative de Lomé en 2020, qui a commencé en janvier 2020, qui a été ratifiée par 6 pays africains, pour essayer de mettre en place une législation qui soit commune à ces pays, ainsi qu'aux autres pays d'Afrique de l'Ouest, puisque c'est l'Afrique de l'Ouest qui est plus touchée que le reste de l'Afrique, et essayer de trouver des vraies mesures pour qu'il y ait des vraies sanctions
contre les trafics de faux médicaments et de médicaments falsifiés. Si vous permettez, on va revenir justement sur ce que vous cherchez à mettre en place, sur la façon d'essayer de lutter de façon globale dans différents pays. On va y revenir, mais je voudrais voir si par hasard le général Diacono nous entend maintenant et s'il peut nous dire un petit peu quelle est la vision lui aussi qu'il a de cette criminalité en tant que directeur de l'OCLASP. Mon général. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Désolé pour le petit souci. Alors moi, je vais parler pour ce qui concerne la France, puisque je suis à la tête d'un service d'enquête de police judiciaire français. Donc la France, elle, n'est pas touchée par la problématique des faux médicaments. Nous n'avons pas de faux médicaments dans nos officines. En revanche, nous sommes victimes de véritables trafics organisés, de plus en plus organisés, avec des vrais groupes criminels à leur tête, et qui touchent deux types de produits. D'abord, nous avons des trafics organisés de médicaments qui sont détournés des officines, donc détournés de la chaîne légale, détournés à des fins psychotropes, dopantes ou thérapeutiques. Récemment, nous avons démantelé un réseau d'Égyptiens qui trafiquaient à direction de l'Égypte des oncologiques et des antiviraux. Et nous avons saisi pour 400 000 € de médicaments. Et puis, nous sommes confrontés aussi à l'arrivée de produits dopants, donc soit des médicaments détournés comme les hormones de croissance, l'insuline, etc., soit des stéroïdes anabolisants qui ne sont pas des médicaments, mais qui sont fabriqués de plus en plus en Europe de l'Est, voire même sur notre territoire, puisque depuis juin, nous avons démantelé 5 laboratoires clandestins de fabrication de stéroïdes. Les trafiquants achètent sur Internet le matériel pour confectionner ces produits, achètent directement en Asie les matières premières et les assemblent. Donc voilà la situation. Ce sont de véritables réseaux organisés. Nous avons travaillé notamment avec nos camarades d'Europe du Nord, d'Europe de l'Est, ukrainiens, polonais, slovaques. Et je peux vous dire que ce sont des groupes criminels dangereux qui sont à la tête de ces médicaments, car le médicament, et c'est Interpol qui le dit, est beaucoup plus lucratif que les stupéfiants, puisqu'il rapporte 10 à 20 fois plus. Et mon général, est-ce que c'est simplement le médicament qui est en jeu, ou est-ce qu'il y a des produits de santé comme des produits, comment on appelle ça, excusez-moi, des dispositifs médicaux, merci, des dispositifs médicaux, est-ce que là aussi on voit un trafic et on voit aussi une criminalité autour des dispositifs médicaux qui peuvent être aussi très sophistiqués, ces dispositifs médicaux? Alors, pour ce que l'on a constaté ces dernières années sur les trafics qu'on a démantelés, non. On a affaire vraiment à du médicament ou à du produit dopant, mais ce n'est pas pour ça que ça n'existe pas. Je ne peux pas vous dire que ça n'existe pas. Nous ne l'avons pas traité ces dernières années. En revanche, en dispositifs médicaux, nous avons eu, pendant le confinement, pendant le plus gros de la crise sanitaire Covid, nous avons eu des affaires, beaucoup d'affaires, mais il s'agissait pour 95% des cas de simples escroqueries, des sites internet proposant à la vente des produits qui en fait n'existaient pas. Et alors, si je peux me permettre d'intervenir, bien sûr. En Afrique, cela touche également même du lait pour les bébés, c'est-à-dire des seringues, du lait pour les bébés, ça touche tout ce qui peut être lucratif et dont l'Afrique a besoin. Donc effectivement, si l'Afrique arrivait à approvisionner toutes ces pharmacies, avoir suffisamment de points de vente des produits de première nécessité, sans parler des médicaments qui sont antipaludiens, etc., ça serait un crime beaucoup moins répandu là-bas. Mais là-bas, c'est un vrai problème qui touche non seulement les produits pharmaceutiques, mais les produits parapharmaceutiques. Alors, tout à fait. Alors, Bernard Leroy, vous vouliez intervenir avant. Après, je voudrais avoir En ce qui concerne les dispositifs médicaux, moi, j'ai vu des fausses roulettes pour dentistes, donc qui risquent d'exploser dans la bouche du patient à 30 000 tours minute. Voilà. Nous avons effectivement des fausses seringues et j'ai vu même un laboratoire qui avait mis au point un dispositif pour le traitement du diabète, pour faire des injections répétées et qui était très sophistiqué. Des trafiquants chinois sont parvenus à réutiliser certaines de ces seringues. Alors, je voudrais avoir la position aussi de Henriette Rosenquist, mais juste avant, on peut avoir, excusez-moi, Madame Rosenquist, on peut avoir tout de suite le témoignage de Madame Wolfthal.
si vous pouvez nous dire, en tant que présidente de l'Ordre des pharmaciens, à quoi vous êtes confrontée, vous? Alors, merci pour cette invitation. Désolée pour la technique, j'ai raté un peu le début, je n'ai pas pu vous entendre, mais effectivement, l'Ordre des pharmaciens agit au titre de la santé publique pour lutter contre les contrefaçons et évidemment le mésusage, etc. Bon, je suis ravie d'avoir le CLAIS en ligne. D'ailleurs, on est en réunion avec l'OPS il y a une heure de cela. Nos services travaillent ensemble et apprécier justement le sujet de la France à l'Afrique. On travaille aussi avec les trafics en Afrique au travers de l'organisation des ordres francophones. Donc là aussi, l'ordre agit avec les ordres africains pour tenter de trouver des dispositifs pour pallier à ce fléau mondial, effectivement. Mais ce qu'on appelle de nos voeux, c'est la e-prescription en France, parce que, en général, vous le savez bien évidemment mieux que moi, puisque c'est vous qui nous donnez les chiffres, rien qu'en Île-de-France, l'Île-de-France représente 40% du trafic de Subutex qui part en Europe du Nord. Et tout ça aux frais de l'assurance maladie, puisque ces bandes organisées qui se présentent dans nos officines viennent avec des fausses ordonnances, avec des fausses attestations au CMU d'assurance maladie. J'allais dire, pillent littéralement nos officines. Il faut savoir qu'un comprimé de Subutex donné gratuit, puisque pris en charge par l'assurance maladie, est revendu 80 € en Europe du Nord. Donc, vous imaginez le trafic qui s'organise autour de ça, et effectivement autour des anticancéreux, autour des antiviraux, etc. Donc, on a un vrai problème en France et en Île-de-France pour lutter contre ce vol, littéralement, aux frais de nos contribuables, qui pillent les pharmacies, qui privent les personnes de ces médicaments, puisqu'on arrive même à créer des ruptures. Sur certains on a compris, Madame Wolfthal, et on vous remercie, parce qu'en effet, on voit bien que les pharmaciens d'officine sont complètement impliqués, et je crois que c'est essentiel de voir que le combat se fait pas seulement en Afrique, pas seulement en Asie, pas seulement dans le monde, mais en France, et puisque vous parliez d'Île-de-France, c'est en effet un fait réel. Alors, comme on a la chance aussi d'avoir la présidente de Pfizer France, et qui en même temps est présidente de cette commission responsabilité et réputation du LEM, donc des entreprises du médicament, comment vous voyez la situation, Madame Rosenquist? Bonsoir à tous, je tiens à vous remercier de m'avoir invité à intervenir avec vous et parmi vous, eh bien chez Pfizer, toutes ces questions sont extrêmement importantes. Nous avons eh bien, plus de 150 pays. Dans plus de 150 pays, ils sont vendus nos produits et nous parlons ici de pertes qui se chiffrent en milliards d'euros. Et puis également, ces crimes sont aussi une violation de la propriété intellectuelle et aussi un danger pour les patients. Et puis nous devons discuter de la façon dont nous eh bien, gérons toutes ces questions, parce que c'est aux patients qu'on va donner eh bien, nos médicaments, et on doit assurer aux patients l'accès, un accès en toute sécurité aux médicaments. Et alors, est-ce que pour vous, Madame Rosenquist, pour vous, la problématique, vous avez parlé en effet, il y a de la perte économique, ça on s'en doute pas, on n'en doute pas, mais sur le plan de l'impact sur les patients, c'est une problématique forte pour une entreprise comme Pfizer et pour les entreprises en général. Vous sentez qu'il y a une vraie volonté de combattre sur ce problème de la falsification? Absolument. Ce qu'on peut voir, c'est que l'industrie pharmaceutique est eh bien, extrêmement réglementée. Lorsque nous produisons nos produits, nous devons mettre en place ce que nous appelons des bonnes pratiques de fabrication. Et si nous ne respectons pas les règles en vigueur,
eh bien, il y a des conséquences. Et puis, nous travaillons également au plus près auprès de l'OMS et parce que nous sommes bien conscients des conséquences pour les patients, leurs familles, et puis avec les questions se posant liées aux résistances antimicrobiennes. Et puis, nous avons ici des conséquences sur les systèmes de santé. Et donc, je pense que lorsque l'on regarde eh bien, les médicaments contrefaits, eh bien, il en va de la confiance du grand public. Autour de questions comme la vaccination ou lorsque les patients doutent de la validité ou de l'authenticité d'un produit, vous pouvez imaginer les conséquences. Donc au niveau des patients et au niveau des individus. Tout à fait, un grand merci. Je pense qu'on voit, et je pense que tout le monde est d'accord sur cette grande problématique, et on voit, c'est très vaste, c'est à travers le monde, c'est pas seulement nous, petits domaines de l'Île-de-France, de la France, même de l'Europe, on voit bien que c'est un problème mondial. Ce que je vous propose, c'est que le thème proprement dit de notre table ronde, c'est comment vaincre la criminalité liée aux produits de santé. Donc je vous propose, on va basculer sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui a déjà été fait, quelles sont les suggestions qu'on pourrait avoir. Et pour lancer ce débat, je voudrais donner la parole 2 minutes à un jeune entrepreneur, médecin entrepreneur de Bordeaux, qui fait la une de l'ensemble des médias actuellement. Peut-être que vous l'avez vu, c'est Arnaud Pourdon. Moi, j'avais lu dans le Parisien dimanche, il y a 3 semaines, et je remercie au passage l'équipe de Pfizer qui nous avait fait passer cet article, mais je lis aussi le Parisien dimanche, mais ce n'est pas le sujet. Et bravo Arnaud qui a gagné le Grand Prix BFM Business des jeunes entrepreneurs hier soir. Et je lui laisse la parole et il va vous expliquer ce qu'il a mis en place de façon extrêmement concrète. Donc ce n'est pas simplement des mesures sur lesquelles on peut réfléchir, c'est la réalité qui se passe actuellement. Arnaud, c'est à vous. Je vous remercie pour l'invitation. Dans un premier temps, je vais très rapidement me présenter. Arnaud Pourdon, j'ai fait des études de médecine et de santé publique à l'Université de Bordeaux et je suis aussi diplômé d'une formation générale en sciences pharmaceutiques. Lors de mes études, je travaillais sur le terrain et j'ai fait le même constat que vous, en particulier en Afrique subsaharienne. Vous avez la moitié de la population qui aujourd'hui achète ces médicaments dans la rue et qui, vous le rappelez, est exposée à une véritable dangerosité des produits qui sont falsifiés. Je vais quand même un peu positiver. On voit que les gouvernements, d'un côté, et les laboratoires sont impliqués pour lutter contre le problème des médicaments de la rue et contre le problème des faux médicaments. Et je vais parler d'un point très précis, c'est la sérialisation. Vous avez en Europe une nouvelle directive, la directive des médicaments falsifiés, qui demande aux laboratoires de mettre un numéro unique sur chaque boîte. Moi, sur le terrain, je vis en Côte d'Ivoire, j'ai fait un constat très simple. Vous avez tout le monde, toute la population est connectée à un smartphone. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'un data matrix, vous savez, c'est ce fameux QR code qu'on a sur chaque boîte de médicaments qui est unique. On peut le scanner en fait directement avec un smartphone. Donc on s'est dit, super, on va créer une application permettant aux pharmaciens et aux patients de scanner les boîtes de médicaments afin de vérifier si les médicaments sont vrais ou faux. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a mené un projet pilote en Côte d'Ivoire et ça a été un franc succès. On a eu en seulement quelques mois plusieurs dizaines de milliers de patients qui ont téléchargé nos applications, plus de la moitié des pharmacies qui ont utilisé notre service. Donc ça a été un franc succès. Et ce qu'on constate, c'est assez simple, c'est qu'il est parfaitement possible de contribuer à l'amélioration de la traçabilité des médicaments, donc améliorer la santé publique, tout en contribuant aux bénéfices économiques de l'ensemble des acteurs du circuit légal, du laboratoire aux grossistes répartiteurs, aux pharmaciens qui vont vendre plus de médicaments à une patientèle plus large, puisqu'on va chercher à récupérer toute cette population qui achète aujourd'hui ces médicaments dans la rue pour l'amener en pharmacie. Donc aujourd'hui, c'est un franc succès. On part dans d'autres pays. Notre service sera disponible dans 2 mois au Sénégal et au Cameroun. Et nous, notre volonté, elle est simple. C'est fédérer l'ensemble des acteurs, que tous les industriels, que tous les laboratoires puissent sécuriser leurs médicaments à moindre coût sur notre technologie afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à des médicaments de qualité et être certain de l'authenticité des produits qu'ils achètent. Alors, un grand bravo. Et je vous invite tous à aller sur le site Meditect, le site donc de l'entreprise d'Arnaud Pourdon. Il est très bien fait et vous verrez absolument la façon dont ça se déroule et cette application. Vraiment, je vous invite à y aller. J'ai vu que Henriette Rosenkiss, vous vouliez réagir. Oui. Merci beaucoup, Pierre. Je pense qu'il est important. Cette question de la sérialisation est extrêmement importante.
Et je pense qu'on ne peut pas être seul ici dans ce cheminement. Nous devons nous allier avec les autorités locales parce qu'il s'agit vraiment de la complexité d'un système. Et ça pourrait être qu'effectivement, nous avons ici la France, un grand pays, nous avons des réseaux de distribution, nous avons des grands sites de production et nous avons des systèmes extrêmement complexes et qui ajoutent une certaine complexité. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est que nous avons besoin d'avoir une approche active, mais également une approche proactive, travaillant de concert avec les autorités, avec les acteurs du secteur, avec les services de police, les services douaniers, de façon à pouvoir lutter contre cette contrefaçon. Et donc la stérilisation, c'est une manière d'assurer, de limiter la contrefaçon dans les produits de santé. Madame Mathias, j'ai vu que vous vouliez réagir aussi. Oui, absolument. Je pense qu'en ce qui concerne l'Afrique, il faut absolument mettre en place une législation qui soit commune à ces pays-là pour rendre les frontières beaucoup plus perméables qu'elles ne le sont, puisqu'il y a énormément, on considère que 100 000 médicaments sont faux sur le territoire nigérien en ce moment. Donc il faut mettre une législation en place qui pénalise ce crime, qui est un crime et qui n'est pas encore considéré dans la plupart des pays d'Afrique comme un crime. Et c'est un crime qui est très lucratif. Donc je pense que la première des choses à faire, c'est de faire une législation pour punir ces criminels, parce que c'est un fléau dont personne ne parle ou très peu, qui a lieu en Afrique en ce moment et qui tue des enfants. Il y a une campagne au Niger qui a été lancée pour vacciner contre certaines maladies, notamment la méningite. Eh bien, la plupart des vaccins mis en place étaient faux ou modifiés. Donc c'est un fléau qui touche non seulement la prévention, mais la guérison également. Donc je pense qu'il faut prendre le problème en étant extrêmement dur dans la législation. Alors, Général Diacono, vous êtes la force judiciaire en fait dans cette affaire. Qu'est-ce que vous pouvez faire déjà au niveau local, au niveau de votre responsabilité, la France et l'Europe? Comment est-ce que vous pouvez agir? Et j'aimerais bien après demander à Monsieur Leroy sur le plan international, puisque je sais qu'il a travaillé, on verra après, sur un modèle de loi pour permettre à l'ensemble des pays d'avoir justement ce que vous désirez, Cécilia Attias, une législation commune. Mais mon général, à vous. Alors, je dirais déjà, pour lutter contre la criminalité, on parle bien de criminalité pharmaceutique, il faut déjà être conscient du problème et y consacrer des moyens. Alors, les moyens sont effectivement juridiques, et déjà, mais M. Leroy en parlera sans doute mieux que moi. Il y a la Convention Medicrime du Conseil de l'Europe. Et je tiens aussi à signaler qu'il y a actuellement à la Convention de Palerme une initiative belge soutenue par la France pour porter la criminalité pharmaceutique au niveau de cette Convention de Palerme pour lutter contre la criminalité organisée. Donc il faut des outils juridiques. En France, on a fait, sous l'impulsion de l'Office évolué de Code de procédure pénale, par exemple, pour disposer des mêmes outils d'enquête et des mêmes techniques de renseignement en matière de trafic de stupéfiants. On les utilise au quotidien. Donc des outils juridiques, des services d'enquête, alors dédiés, ça existe dans certains pays européens, comme la France bien sûr, mais aussi l'Italie avec nos camarades carabiniers qui sont leaders avec nous en Europe et puis d'autres pays. Ça peut être aussi des services qui traitent d'habitude des stupéfiants. Je vous interromps juste, vous parlez à propos d'Italie, vous m'aviez parlé en effet, quand on a préparé cette table ronde, du SHIELD. Vous pouvez en dire un peu plus sur ce que vous faites avec les Italiens de façon plus précise? Alors, au niveau européen, Europe très élargie, pas l'Union européenne, puisqu'il y a 35 pays, il y a même les États-Unis avec la FDA et la DEA, et le secteur privé, parce que c'est aussi très important de la coopération publique-privée qu'on a développée en France avec le LEM et avec le G5, l'industrie pharmaceutique, et au niveau international avec le Pharmaceutical Security Institute, PSI, avec des acteurs du net, avec des acteurs de la messagerie express. Nous co-dirigeons donc avec les carabiniers l'opération SHIELD, qui est une opération visant à lutter contre les trafics de médicaments au sein de l'Europe élargie. Donc déjà, il faut mettre tout le monde autour de la table, être conscient de la problématique, des outils juridiques, je le disais, des outils d'enquête, parce que
que si vous voulez lutter contre la criminalité pharmaceutique, seuls des moyens d'enquête judiciaire arriveront à démanteler des réseaux très organisés qui disposent de moyens et qui utilisent les mêmes modes opératoires qu'en matière de stupéfiants. Le partenariat public-privé, je l'ai dit, et puis il faut aussi développer d'autres outils. Alors, la présidente du Ordre national des pharmaciens le disait. Moi, je pense qu'en France, une des premières mesures, c'est les ordonnances dématérialisées, parce que dans les trafics contre lesquels on lutte, il y a des fausses ordonnances, des ordonnances volées, y compris dans des hôpitaux ou dans des cabinets, des ordonnances qui sont falsifiées. On a aussi, bien sûr, des professionnels de santé qui sont complètement complices de certains gros trafics. Donc, il faut arriver à sécuriser ces ordonnances pour éviter ce problème. La sérialisation des médicaments, bien sûr, c'est important. Il faut quand même négliger la capacité de réseaux criminels très organisés à contourner cette sérialisation. Donc, il existera toujours des trafics. Plus on mettra d'outils de barrières techniques, d'outils juridiques et d'outils de services d'enquête, plus on arrivera à lutter contre cette criminalité. Justement, pardon, excusez-moi, parce qu'on a une question là de nos participants. Les condamnations vous paraissent-elles assez lourdes pour dissuader ce trafic? Je sais que ça a été abordé tout à l'heure par M. Leroy, ça a été abordé par vous aussi, Mme Mathias. Et vous, en tant que responsable judiciaire, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Alors, aujourd'hui, clairement, si on veut des sanctions pénales plus faibles, il vaut mieux trafiquer du médicament que des stupéfiants. Ça, c'est une évidence, je parle en France, mais les choses évoluent. Charge au service d'enquête de montrer qu'il y a bien un réseau organisé. En France, il y a la bande organisée, qui est une circonstance aggravante, et qui permet quand même d'avoir des sanctions allant jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende, plus la saisie en vue de la confiscation au jugement de tout ou partie du patrimoine. Donc les sanctions théoriques, elles existent. La dimension vraiment criminalité organisée de cette criminalité pharmaceutique, c'est relativement nouveau, en tout cas, on l'a mis en évidence il y a peu. Je suis arrivé à la tête de l'Office en 2015, on commençait à échanger à Europol sur ces sujets. C'est devenu un axe très important de la politique européenne. Donc les choses évoluent petit à petit, peut-être pas assez vite, mais elles évoluent plutôt dans le bon sens. Après, je le répète encore une fois, charge au service d'enquête de démontrer aux magistrats qu'on a bien un réseau organisé, qu'il y a énormément d'argent à clé et parallèlement à l'enquête pure sur le trafic, il faut développer ce que nous avons dans tout le dossier, une enquête financière pour arriver à identifier, à suivre les flux financiers et à saisir les avoirs criminels. Justement, alors, je me tourne maintenant vers Bernard Leroy, directeur de l'IRACM. Vous m'avez expliqué, vous avez travaillé énormément pour créer une loi modèle qui pourrait être appliquée par l'ensemble des pays, et en oubliant pour la France le traité de Westphalie dont vous m'avez reparlé de 1648, tout le monde a notre histoire, on a toute notre histoire dans la tête. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour faire? Qu'est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce projet, cette loi modèle et tout? Et ensuite, j'ai vu Madame Rosenquist, j'ai vu que vous vouliez la parole, je vous donne la parole après. Alors, le problème est que dans la plupart des pays du monde, il n'y a pas de loi sur les faux médicaments. Alors, l'Europe, maintenant, a, sur la base de la directive, de bonnes législations, mais je ne parle pas que de l'Europe. En Afrique, notamment, on utilise la loi sur la propriété intellectuelle. C'est la même pour les cravates Hermès que pour les faux médicaments. Dans la plupart des pays d'Afrique du centre et de l'ouest, la peine encourue par un grand trafiquant est de 6 jours à 60 jours d'emprisonnement, alors qu'il risque perpétuité pour la drogue, et ça rapporte 10 à 20 fois plus que la drogue. Donc on voit actuellement le gros du crime organisé mondial, et c'est renforcé par l'interruption du trafic aérien qui permet plus de trafiquer la drogue avec le Covid, qui switch sur les faux médicaments. Et donc nous, depuis 2016, nous avons estimé qu'il fallait mettre au point des législations, et je suis totalement d'accord avec Mme Mathias, qui soient sur le faux médicament qui tue et qui prennent en compte cet aspect, et avec des échelles de peine
qui soit de l'ordre de celle qui existe pour la drogue, pour que les trafiquants n'aient pas envie de switcher aux faux médicaments. Quand vous dites pour le médicament qui tue, vous faites bien vraiment une grande différence entre la contrefaçon et la falsification. Absolument. La contrefaçon, c'est un problème de propriété intellectuelle. La falsification, c'est vendre des médicaments qui contiennent de la morora ou qui contiennent 1% d'ingrédients au lieu de 100%. Et c'est ce que nous voyons très souvent se produire dans les pays d'Afrique, et on voit ça même dans nos pays européens avec le trafic sur Internet. Et donc, nous avons réuni les représentants de 9 pays africains. Leur directeur de la pharmacie est le responsable du côté police et justice. Nous avons fait 3 sessions de 15 jours au cours desquelles on a mis au point la loi modèle qui leur paraissait utile. Et il y a maintenant 9 pays qui ont engagé le processus pour l'adopter. Et nous avons également 9 pays en Asie du Sud-Est qui suivent le même processus. Et nous sommes dans une phase où on va aussi former les magistrats. Parce que le problème des magistrats, c'est que très souvent, ils sont très en retrait par rapport à ce type d'affaires. Ils ne maîtrisent pas bien la matière. Et même si la police ou la gendarmerie fait un très bon travail, ils ne sont pas capables de suivre. Et puis, il y a un autre aspect sur lequel il faut travailler, qui est la corruption. Car je voyais récemment pleurer, je dis bien pleurer, la directrice de la pharmacie d'un pays africain. Elle avait monté un dossier formidable sur des trafiquants chinois. Son ministre a mis le dossier à la poubelle, ce qui était significatif du fait qu'il s'était passé quelque chose. Donc, traiter du point de vue criminel les affaires à leur niveau, sous tous les aspects, c'est ce qui me paraît vraiment important. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir? Je voulais justement vous demander, excusez-moi, Madame Rosenquist, juste pour parler, parce que je voudrais, moi, vous poser une question avant que vous interveniez. Excusez-moi. Est-ce qu'avec la Fondation Brazzaville, cet appel de Lomé, vous pouvez vous rapprocher, ou vous vous êtes rapproché de ce que vient de nous expliquer Monsieur Leroy sur justement cette loi modèle? Parce que finalement, j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Leroy vient de dire. Je pense qu'il a totalement raison sur tous les points. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir. Je pense que la première chose à faire, qui est la plus importante, c'est la sensibilisation. Je connais bien l'Afrique, c'est un continent que j'aime particulièrement, et il faut sensibiliser les gens au problème des faux médicaments, car ils ne sont pas au courant. Ils n'ont pas toujours les moyens, les médicaments sont chers, ils n'ont pas toujours les moyens de dépenser de l'argent pour des médicaments. Et ils sont la proie de malfaiteurs qui se servent de leur crédulité, de leur naïveté, parce que ce problème, on n'en parle pas assez. Et je pense que la chose la plus importante à faire, en tout cas sur le continent africain, c'est la sensibilisation. C'est de prévenir les gens par une campagne importante du danger des médicaments falsifiés, des faux médicaments. Ça touchait, je vous parlais du lait pour les bébés, ça touche les seringues, ça touche même les biberons. Donc il faut une sensibilisation importante. Ensuite, il faut effectivement une législation importante et puis que les pays se mettent ensemble pour qu'il y ait des vraies sanctions. Donc il y a un vrai travail d'information à faire et après il y a un vrai problème de sanctions à mettre en place et de législation à mettre en place. Mais je pense qu'avant toute chose, l'information et la communication, on est dans un monde aujourd'hui qui n'est basé que sur la communication. Si les gens ne sont pas au courant, comment voulez-vous qu'ils se méfient? Une maman qui va acheter des médicaments pour son petit garçon qui est malade, elle n'est pas forcément au courant que ce qu'elle va acheter beaucoup moins cher que dans les pharmacies est un médicament falsifié ou faux. Or, il y a un problème d'information. Et puis d'autre part, c'est le prix des médicaments qui est un vrai problème. C'est que les vrais médicaments sont beaucoup plus chers et que ces familles n'ont pas souvent les moyens, et souvent n'ont pas les moyens, plus exactement, de payer ces prix-là pour des médicaments. Donc ils se rabattent sur ce qu'ils pensent être un médicament. Alors, je vais vous passer la parole, Madame Rosenquist, parce que le problème de la sensibilisation, vous m'en avez parlé quand on a préparé ça, en me disant que c'était en effet très important, et vous m'avez parlé du problème des jeunes, qui n'étaient pas du tout non plus sensibilisés à ça. Et ce que vient de dire Madame Mathias sur le fait, pareil, sur les campagnes pour le prix du médicament, vous faites beaucoup d'accords, je sais, avec des entreprises de génériques pour permettre justement l'accès aux médicaments. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue, et vous vouliez réagir déjà avant, donc c'est à vous.
Monsieur Gallet, je pense que la clé de la réussite, c'est vraiment ce qui a été dit précédemment, à savoir les partenariats publics-privés. Nous avons besoin de travailler de concert pour vaincre la criminalité, imposer des peines de prison plus lourdes, des sanctions plus lourdes. Et Pfizer, nous avons, historiquement, nous sommes engagés pour lutter contre la contrefaçon. Et nous avons l'expérience de travailler en étroite collaboration avec les services policiers et de développer des collaborations étroites. Et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quel que soit le pays, en Europe, aux États-Unis, en Asie, sur le continent africain, la collaboration, c'est vraiment une partie très importante. Et également, le cadre législatif. Est-ce que les peines sont suffisamment lourdes pour punir les activités de contrefaçon? Ça, c'est vraiment une question aujourd'hui. En effet, je crois que manifestement, c'est ce que vous pensez tous. Mais alors, comme vous nous parlez de ces peines lourdes, on sent bien que, comme vous nous disiez, de 6 jours à 60 jours et tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a certains pays qui ont quand même pris le taureau par les cornes au niveau des sanctions. Vous me parlez de votre expérience, puisque finalement, vous courez le monde, vous, Bernard Leroy. Vous êtes un des spécialistes mondiaux de ces sujets-là. Vous m'avez donné votre expérience en Chine. Alors, ça serait intéressant parce que j'aimerais bien que vous nous disiez, je crois qu'il y a 2 pays quand même qui ont une responsabilité colossale dans cette falsification des médicaments, plus que de la contrefaçon, c'est l'Inde et la Chine. L'Inde et la Chine. Et avec l'Inde, ce n'est pas très facile de travailler, et avec la Chine, ça devient plus facile. Pourquoi? Parce que, alors c'était avant le Covid, je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, les Chinois étaient devenus les plus gros fournisseurs mondiaux de bons ingrédients pour les laboratoires. Le problème que nous avons, c'est qu'il y a de la criminalité en blouse blanche, c'est-à-dire sur le côté des gens qui arrivent à avoir des bons ingrédients chinois et après à les utiliser pour faire des faux médicaments. Le gouvernement chinois s'est rendu compte que ça mettait vraiment en cause la perception de l'intégrité chinoise, et donc ils ont mis la peine de mort sur le trafic de faux médicaments, ce qui fait qu'on a un glissement au Cambodge d'une partie du trafic. Et puis, par exemple, j'ai rencontré personnellement le procureur général de Chine, qui s'appelait à ce moment-là M. Cao Tianming, et de manière incroyable, j'ai pu monter un séminaire entre les procureurs chinois des ports d'où partent les containers et les procureurs africains des ports où arrive le container, et nous avons fait ce séminaire à Pékin. Donc, il est possible de faire quelque chose, et cet exemple est tout à fait significatif, et je pense que c'est très important que dans toutes les parties du monde, on aille dans le même sens. Alors, je voudrais quand même attirer l'attention sur un phénomène particulier qui est le rôle d'Internet. Car de plus en plus, même dans un pays comme la France, où nous avons, je pense, le meilleur système de sécurité sociale du monde, eh bien, lorsqu'on veut acheter des médicaments pour traiter les troubles de l'érection, ou pour maigrir, ou pour faire de la gonflette, ou pour dépigmenter la peau, il y a un certain nombre de gens qui ne s'adressent pas au circuit officiel, mais vont sur Internet et achètent des faux médicaments. Et cela est un phénomène d'ampleur mondiale qu'il faut prendre en compte aussi. Alors, justement, mon général, vous aviez parlé de ce problème d'Internet et au niveau de la cybercriminalité. Est-ce que votre organisme, justement, vous vous sentez équipé pour pouvoir lutter efficacement contre cette cybercriminalité? Et je ne sais pas si notre présidente de l'Ordre des pharmaciens, Madame Wolfthal, est toujours avec nous, si elle l'entend, mais je sais que c'était un des grands soucis au niveau des officines en France. Bien équipé, c'est difficile à dire, car la problématique est immense. Nous avons à l'Office des enquêteurs spécialisés en cybercriminalité, nous avons un service national de la gendarmerie et puis un office aussi de police sur ces sujets. Donc on travaille là-dessus. Après, la difficulté, c'est que les sites ne sont pas très très rarement hébergés en France, et que donc il faut la coopération des pays qui accueillent ces sites. Et puis quand on ferme simplement un site, il y en a 10 qui se rouvrent tout de suite à côté.
Mais c'est vrai, c'est un vrai sujet. Et tout à l'heure, je parlais de l'enquête financière. L'enquête cybercriminalité, elle doit être menée de pair avec l'enquête sur le trafic. Autrement, on n'arrivera à rien. Pour ce qu'a dit M. Leroy sur la France, les produits dont il a parlé sont soit des médicaments qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, soit ce ne sont pas des médicaments, qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. Et donc, bien évidemment, les acheteurs français vont aller sur Internet pour se les procurer. Et ils trouvent un intérêt. Et puis, en matière de médicaments dits de confort, souvent, vous avez un package complet sur Internet, un site qui propose le protocole de dopage, les produits dopants, des compléments alimentaires et des médicaments de confort. C'est très pratique pour l'usager, le client de commander tout ça. Après, je l'ai déjà dit, dans l'opération Shield, on se rapproche des acteurs du net. Dans les réseaux, les trafics organisés de médicaments qui sont détournés de la chaîne légale, détournés de pharmacie, les têtes des criminels, les têtes de réseau recrutent, et ça a été dit par le Ordre national des pharmaciens, recrutent, et ça c'est tous nos dossiers, ils vont recruter des gens qui sont à la CMU ou à l'aide médicale d'État. Et ils les recrutent de plus en plus par les réseaux sociaux. Par exemple, le dossier dont je parlais, qui est assez récent, avec des Égyptiens qui trafiquent des antiviraux pour l'hépatite C et les logiques, recruter leurs collecteurs par Snapchat. Donc il y a un vrai travail à mener avec ces acteurs des réseaux sociaux, ces acteurs du net. Nous avons initié ça au niveau de l'opération Shield. C'est fait aussi au niveau international avec l'opération Pangea d'Interpol, qui existe depuis déjà une douzaine d'années et qui vise à lutter contre les trafics de médicaments par Internet. Et la tâche est immense. Et on l'a encore vu, j'en parlais tout à l'heure, dans le confinement, dans la grosse première vague épidémique sur le Covid-19, où on a eu quasiment toutes les affaires dont on est saisi et sur leur lien avec. Alors, justement, cette lutte qui est très difficile, Madame Rosenquist, vous, en tant que représentante des industries, la sérialisation, c'est déjà une avancée énorme. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Peut-être que je vais dire une bêtise. Est-ce que c'est peut-être déjà fait? Est-ce qu'il y a une sérialisation au comprimé? Comme nous l'avons déjà dit, la sérialisation existe depuis février 2019. Ça veut dire que lorsque vous produisez eh bien, un médicament, eh bien, chaque boîte est sérialisée, donc dispose d'un numéro de série unique. Et donc, vous pouvez ici avoir une traçabilité vous indiquant où le produit a été fabriqué, d'où il vient. Et donc, vous pouvez vérifier le numéro de série parce que les sociétés qui le produisent eh bien, ont un accord de production et ont obligation de placer ce numéro de série sur chaque boîte. Donc, c'est un système extrêmement efficace. Et nous avons également donc, la directive communautaire et depuis 2019, ce système est en place. Alors, avant de donner la parole à Madame Mathias, juste, on a une question qui vient de nous arriver. Ça tombe très bien, c'est nous dire, est-ce que finalement la vente au comprimé n'est pas plus dangereuse pour cette problématique que la vente à la boîte? Ce qui veut dire que la sérialisation, c'est très bien pour la vente à la boîte, mais j'imagine, je suis trafiquant, petit trafiquant, j'ai la boîte, et maintenant je vais vendre comprimé par comprimé. Donc ce n'est pas envisageable d'avoir quelque chose sur chaque comprimé. Je comprends tout à fait, hein, c'est une difficulté. Votre silence à tous, je ne sais pas, est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Sinon, Madame Mathias, c'est à vous. Moi, je voulais parler d'un problème toujours le même, mais les deux maladies, si je puis dire, les plus importantes en Afrique qui sont traitées par des faux médicaments, si je puis dire, c'est le palu et le sida. Ce sont deux maladies qui, malheureusement, les traitements sont extrêmement chers et les gens ne peuvent pas se permettre souvent de se payer des médicaments et des traitements sur la longue durée pour ces maladies. Donc ils trouvent sur les marchés, je parlais avec le ministre de la Santé du Niger qui expliquait que sur les marchés, on trouve des médicaments contre maintenant même la chloroquine
en parlant du Covid-19. Donc je pense que la vraie question est de savoir est-ce qu'il y aurait moyen de baisser drastiquement le prix des médicaments pour que les gens puissent avoir accès à ces prix-là, à ces médicaments-là. Les médicaments sont extrêmement chers, souvent les traitements sont longs, et est-ce qu'il y aurait moyen, et ça je m'adresse directement aux laboratoires pharmaceutiques, de baisser de façon importante, je ne sais pas si c'est avec des médicaments génériques, de baisser de façon importante le prix de ces médicaments. Madame Rosenquist, vous voulez répondre? Oui, absolument. Alors, je ne pense pas que ce soit une question de prix. Quand on regarde le produit, eh bien, des produits contrefaits, eh bien, le problème, c'est de ne pas arriver à avoir d'ordonnance ici. Donc, et parce que je pense que le problème n'est pas uniquement lié au prix, c'est d'où viennent ces produits contrefaits. Et vous venez de le dire. Lorsque vous ne voulez pas aller voir votre médecin pour avoir une prescription, eh bien vous avez ce marché de contrefaçon. Nous avons de nombreux produits qui sont des produits génériques. Ce n'est pas un problème de prix, mais c'est je dirais que on est au-delà ici. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose à mon expérience personnelle qui est peu intéressante, mais Madame Mathias, c'est sur l'Afrique. Je voudrais en effet appuyer un peu ce que vient de dire Madame Rosenquist. Les médicaments sur le palu, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un problème du prix. Vous avez par contre un problème de la falsification, c'est colossal. Et quant au problème du VIH, là, il y a un problème du prix. Et c'est là où il y a eu quand même beaucoup de mesures avec un certain nombre d'entreprises qui ont décidé de faire des accords avec des génériqueurs, de former ces génériqueurs pour qu'ils puissent fabriquer eux-mêmes donc, le produit dans les directives du propriétaire de la molécule pour être bien sûr de la qualité du produit et avec un prix qui n'a absolument rien à voir. Ça reste, il ne faut pas se fermer les yeux, là où vous avez raison, ça sera toujours malheureusement trop cher pour la majorité des gens, c'est sûr, mais il y a eu des gros progrès. Il y a quand même d'énormes progrès. Alors, certainement, il faut continuer à se battre pour faire ces progrès-là. Et la durée des traitements. Absolument. Et la durée des traitements. Moi, oui. Le palu se traite à vie. Donc, ils n'ont pas forcément tous les moyens de prendre ces traitements à vie. Donc, je pense que c'est un vrai problème. Le prix des médicaments, quand je vais en Afrique et que je parle avec des gens, le prix des traitements est souvent le problème numéro 0, l'information et le prix des traitements. Monsieur Leroy, vous vouliez dire? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Madame Mathias. J'étais récemment au Cambodge et dans l'hôtel où j'étais, j'ai parlé avec un employé. Il m'a dit, ma femme et moi, nous gagnons $70 par mois. Nous achetons des faux médicaments en connaissance de cause, car nous n'avons pas les moyens d'acheter des vrais et nous espérons que cela nous fera un peu de bien. Mais je voudrais saisir l'opportunité qui nous est donnée par ce programme pour attirer l'attention sur ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent, on va découvrir le vaccin ou des vaccins contre la Covid. On va découvrir des traitements. Mon institut, toutes les semaines, fait une revue de presse. Nous recevons énormément d'informations sur les faux vaccins et les faux traitements qui déjà existent. Nous allons avoir une multiplication de ce type de produits, y compris dans nos pays. Donc je pense que c'est vraiment très important qu'il y ait une prise en compte par les services des États, les services répressifs, les gouvernements de cela. Je voudrais inciter sur le fait aussi que très souvent, le problème des gouvernements, c'est qu'ils n'ont pas de stratégie face aux faux médicaments. Ils ont beaucoup de problèmes à traiter et ne pensent pas en termes de stratégie et ils sont au coup par coup. Et donc, c'est très important aussi que se développent d'authentiques stratégies. Et en Afrique, par exemple, on a des organismes régionaux qui peuvent être, par exemple, l'OCEAC, qui constitue un très bon cadre d'action. En Asie du Sud-Est, nous avons l'ASEAN, qui a décidé aussi de prendre les taureaux par les cornes. Il y a quelques jours, nous avons eu la réunion Europe-Asie à laquelle j'ai participé, et nous avons eu une demi-journée
sur les faux médicaments. Donc c'est très important qu'on saisisse ces dynamiques et qu'on prenne bien en compte à la fois l'aspect stratégique politique et l'aspect conjoncturel avec le Covid. C'est rassurant qu'il y ait cette sensibilisation, ça va dans le sens de ce que nous dit Mme Mathias, mais si le monde des gouvernants commence à être sensibilisé, c'est aussi un bon signe. Je sais que Mme Rosenquist voulait réagir. C'est à vous. J'ai juste une observation. Vous venez de parler des médicaments génériques, également des produits. Ces produits génériques doivent être sérialisés également. Donc, pour être très clair, les produits génériques vont bénéficier de la sérialisation également. Donc, il y a une sécurité s'agissant des boîtes qui arrivent ici. Et je suis tout à fait d'accord, par ailleurs, qu'il s'agit de... Là, je reviens à nos success stories ici. Nous devons être très forts et travailler avec eh bien, la stratégie, les politiques, les partenariats publics, privés, une coalition peut-être. Il faut être proactif parce que l'entreprise, nous sommes trop réactifs. On réagit et on ne prévoit pas. Donc ici, on doit être proactif, on doit collaborer plus entre les entreprises du secteur, entre les institutions publiques et avec les autorités en France. Alors, vous avez raison, je crois que... Rajouter un petit point, oui, un dernier point. Allez-y, bien sûr. Il y a également les autorisations de mise sur le marché. Pour vous donner un exemple, au Niger, seulement 10 à 15% cette année des demandes d'autorisation de médicaments de mise sur le marché ont été agréées. Donc il y a également un travail à faire au sein des gouvernements pour pouvoir mettre sur le marché des médicaments qui soient de vrais médicaments. D'autre part, le médicament, pour vous donner un exemple tout à fait parallèle, aux États-Unis, lorsque vous êtes malade, on ne vous donne pas une boîte de médicaments. On vous donne le nombre de médicaments, le nombre de comprimés qu'il vous faut pour la durée de traitement qui vous a été donnée par le médecin. Vous avez, je ne sais pas, une maladie X, on vous donne 10 comprimés, puisqu'il faut en prendre 2 par jour pendant 5 jours. On ne vous donne pas la boîte. Donc c'est une chose il y a tellement en France, il y a tellement de pharmacies personnelles avec des vieux antibiotiques qui traînent et des vieux médicaments parce que le traitement était moins long que le nombre de comprimés dans une boîte, que ça c'est une chose à laquelle il faut penser également. Et je pense que de donner ce dont vous avez besoin et pas plus, c'est aussi un moyen de réduire les coûts. Vous avez raison, je crois que c'est un sujet qui est en grande réflexion, tout du moins en France. Je le sais, est-ce qu'on doit passer à la vente à comprimés? Mais est-ce que vous pensez qu'en dehors de réduire les coûts, et c'est essentiel, hein, on est tous d'accord, est-ce que vous pensez que ça peut permettre de lutter contre la vente sauvage de médicaments, de passer à la vente aux comprimés? Et après, oui, je pense que c'est un des moyens, effectivement. Ça peut être un des moyens. Qu'est-ce que vous en pensez, mon général? Écoutez, je ne connais pas suffisamment l'Afrique. Je pense qu'effectivement, ça peut être un moyen. Mais malheureusement, l'homme étant ce qu'il est, il y a toujours des trafics. Il y a un sujet qui n'a pas été abordé. L'accessibilité des médicaments, bien sûr, c'est fondamental. Alors, c'est le prix et c'est aussi le réseau de distribution. Et on voit, mais sans aller en Afrique, hein, même en Europe peut-être, aussi la corruption. Et qui fait que vous avez des pays qui commandent des médicaments, des vrais médicaments, et qui, au lieu de distribuer, trafiquer dans d'autres pays, parce qu'ils vont gagner de l'argent. Donc il y a cet aspect-là aussi qui est important. Donc il faut une vraie volonté, on l'a dit tout à l'heure, M. Leroy, je crois, l'a dit, il faut une vraie stratégie nationale qui va prendre en compte tous les acteurs et toutes les clés de ce problème. Les clés sont nombreuses. Il n'y a pas une solution qui permettra de lutter efficacement, ou en tout cas de faire diminuer cette criminalité. Elles sont très nombreuses, le partenariat public-privé, le développement de moyens d'enquête, la sensibilisation, effectivement, des personnes. Et par exemple, l'Office avait contribué au niveau du Conseil de l'Europe à la réalisation de bandes dessinées dans différentes langues pour être distribuées dans des écoles dans le monde entier. Nous sommes aussi souvent sollicités pour aller faire des missions de sensibilisation auprès de nos camarades, notamment africains, et aussi asiatiques,
camarades policiers, gendarmes, douaniers, magistrats, puisque Mme Mathias parlait beaucoup des Niger, nous avons une sollicitation pour faire une action là-bas. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre. Je pense que c'est vraiment la base, de poser le problème, de réfléchir sereinement avec tous les acteurs, de ne pas jeter l'opprobre sur l'un ou l'autre, parce que tout le monde a sa part à jouer, et puis définir des clés qui doivent être adaptées aussi à la réalité de chaque pays, parce qu'elles sont différentes. Il nous reste peu de temps, il nous reste à peu près 3 minutes et demie. Si vous pouviez réfléchir, chacun, quelle est la mesure pour vous qui serait intéressante de prendre maintenant, de façon concrète, et au-delà de ce qu'on a pu échanger entre nous, qui vous paraîtrait la plus efficace et qui puisse être réellement faite, même s'il faut y travailler dessus, pour lutter justement contre cette criminalité. Et on n'aura pas le temps, mais il y avait un sujet que je voulais que vous évoquiez avec vos expériences internationales. On n'a pas du tout cité l'Amérique du Sud, savoir si c'était une vraie problématique ou pas en Amérique du Sud. Alors, en Amérique du Sud, on a des problèmes considérables et on a même des médicaments périmés d'Amérique du Nord qui sont repackagés en Amérique centrale et distribués en Amérique du Sud. Et au Pérou, j'ai vu par exemple des pilules contraceptives qui étaient distribuées comme ça. Mais pour répondre à votre question, moi j'aurais 2 propositions à faire. Alors. La première, c'est de prendre en compte aussi un phénomène dont j'ai remarqué qu'il tient particulièrement à cœur à la chancelière allemande d'ailleurs, c'est les résistances microbiennes aggravées par le phénomène des faux médicaments et qui deviennent quelque chose de grande ampleur et face auquel il est vraiment très important maintenant d'agir rapidement. L'autre aspect, c'est le fait qu'au niveau de l'ONU, rien n'a été fait en raison des résistances de grands pays comme l'Inde. Et donc, ce que je préconise, c'est que on ajoute à la Convention de Palerme. La Convention de Palerme, c'est elle qui dit comment les gendarmes, les policiers, les juges de tous les pays coopèrent. Elle est formidable. Elle a 3 protocoles qui y sont rattachés. Un sur les armes à feu, un sur le trafic des êtres humains, un sur la prostitution et les choses qui s'y rattachent. Eh bien, je pense que ce serait le moment de créer un 4e protocole sur les faux médicaments, ce qui donnerait une visibilité au problème. Et je vous rappelle qu'il y a 194 États dans le monde, il y en a 180 qui ont ratifié la Convention de Palerme. Si on avait un protocole sur cette base, eh bien, ça ferait avancer les choses. Bon, c'est votre enjeu, puisque je sais que vous partez bientôt à l'ONU, vous allez pouvoir défendre ce point de vue. Qu'est-ce qui veut... Madame Mathias, vous voulez nous donner ce que vous aimeriez? Oui, je pense que pour faire un point final là-dessus, je pense qu'il faut mener tout d'abord une campagne d'information importante, parce que je dois avouer que moi-même, avant d'avoir été sollicitée par la Fondation Brazzaville sur ce problème, je ne connaissais pas du tout les conséquences de cette problématique, et je pense qu'il y a une vraie campagne d'information à mener. Et après, il faut travailler main dans la main avec les laboratoires pharmaceutiques et les gouvernements. Pour synthétiser tout ça, je pense que c'est un problème qu'il faut prendre dans sa globalité. Et la première des choses est l'information, et la deuxième, la législation, et puis c'est de travailler avec les laboratoires pharmaceutiques. Alors, puisque vous travaillez avec les laboratoires, Madame Rosenquist, vous qui les représentez ce soir. Je suis tout à fait d'accord. J'aimerais inviter une collaboration extrêmement approfondie avec toutes les parties prenantes autour de la table. Nous en avons besoin également, à un niveau plus général, s'assurer que les politiques, les ministres de la Santé reconnaissent que nous sommes en présence d'un énorme problème ici. Comme j'ai dit précédemment, nous avons besoin d'être proactifs et nous avons besoin de voir comment nous pouvons collaborer. Je pense que tout le monde autour de la table ici souhaite combattre les produits de contrefaçon, les produits de santé de contrefaçon, et chez Pfizer, cela fait longtemps qu'on s'intéresse à ce problème. Et nous formons, dans certains marchés, nous formons les forces de police par rapport à ces questions. Et également, les politiciens doivent participer, doivent reconnaître ce que nous faisons. Merci. Merci. Mon général. Alors, je dirais pour ce qui concerne d'abord les produits dopants en France et en Europe, c'est
un véritable enjeu de santé publique chez nous. Je pense qu'il faudrait mener une opération de sensibilisation de la population et de faire une véritable étude épidémiologique qui n'a jamais été faite en Europe pour prendre la réelle ampleur de la problématique. Pour ce qui est des trafics de médicaments chez nous, deux solutions à mon avis incontournables. La dématérialisation des ordonnances, ça va être mieux sécurisé, et le renforcement, notamment par l'automatisation des contrôles. Enfin, pour la partie internationale, je rejoins M. Leroy sur la Convention de Palerme. La conférence des États parties à cette convention se réunit actuellement cette semaine à Vienne, et la Belgique développe une initiative soutenue par la France sur ce sujet. J'espère que ça aboutira. À la France, plus pour qu'il y ait un protocole additionnel à la Convention de Palerme sur la problématique des trafics de médicaments. Ben écoutez, vraiment, un grand merci. Ça sera le mot de la fin. Merci pour vos contributions. Je pense qu'en effet, c'est un grand combat et il faut travailler tous ensemble. Espérons qu'on puisse se réunir une autre fois pour voir l'avancée de ces différents travaux et de toutes vos ambitions. Bravo pour ce que vous faites. Et puis, merci à ceux qui nous ont écoutés et à avoir participé à ce premier Sham Talks, puisqu'il faut être quand même meilleur en anglais, mais je ne suis pas bon. Henriette Rosenkis sait que mon anglais est très mauvais. Merci à tous nos intervenants, aux modérateurs, effectivement, de nous avoir éclairés sur un thème qui est relativement peu connu et qui est un fléau total mondial qu'il faut absolument éradiquer avec une volonté collective. Je vous donne rendez-vous le mardi 10 novembre de 18h à 19h pour un deuxième Sham Talk sur le thème « La responsabilité en santé, individuelle ou collective ». À bientôt.